on était en pleine crise de l'euro. Nous nous étions concentrés sur qu'est-ce qui se passe dans vraiment les coulisses de la finance à ce moment-là. On avait parlé des hedge funds, des fonds spéculatifs qui avaient vraiment agi pour couler les dettes de certains pays qui sont petits, qui sont vulnérables et dont la dette est cotée sur le marché des capitaux. Dès lors, on peut spéculer dessus, on peut faire monter les taux d'intérêt de ces pays en spéculant, en faisant baisser la valeur de cette dette. Et donc, le pays se trouve dans une situation de strangulation financière, ce qui lui impose une austérité. Donc, cette démonstration de comment la spéculation sur le marché des capitaux peut mener à des politiques d'austérité et redistribuer de la richesse de l'État vers les spéculateurs sur la dette d'État. Je pense qu'on avait beaucoup passé de temps dessus. On avait aussi eu toutes les solutions de gouvernance proposées par Étienne Chouard qui ont un énorme écho en France et au-delà. Par rapport au tirage au sort, notamment, sur lequel on va un petit peu revenir encore ce soir, mais on va aussi parler de la finance, du nouveau visage de la finance aujourd'hui. On va parler des politiques monétaires des banques centrales, à quoi elles nous mènent, comment elles dirigent aujourd'hui vraiment les économies. Les gouvernements ont démissionné et c'est les banques centrales qui ont pris la relève depuis plusieurs années, depuis 2008. On va discuter avec Étienne, est-ce qu'il faut réguler les marchés financiers ou est-ce qu'il existe vraiment quelque chose qui relève de l'autorégulation, de la main invisible et qu'on peut vraiment laisser les marchés se réguler eux-mêmes ou pas. On va aussi parler des questions de monnaie. Comment sortir du monopole monétaire tenu par les banques centrales et les émetteurs de monnaie. On va parler de protectionnisme et aussi du sujet d'Étienne qui est l'élection et le faux suffrage universel et la complexité aussi de participer à un processus démocratique. Ça, j'aimerais entendre aussi beaucoup Étienne dessus. Et on va finir par le populisme et le lobbyisme, deux facettes d'un même processus. On commence avec le populisme. Le populisme vient tout pouvoir. Il est retouché, édité, édulcoré par le lobbyisme. Comment est-ce qu'on s'en sort avec tout ça? Vaste programme. On va peut-être pas réussir à tout couvrir. Mais moi, j'aimerais vous demander aujourd'hui, est-ce que vous pensez, Étienne, est-ce que vous pensez que la finance, depuis 2008, a été réformée après toutes les promesses qui avaient été faites? Réformer en français, ça veut dire améliorer, pas au sens du protestantisme, je pensais pas, mais mais est-ce qu'elle a été réglementée? Est-ce qu'elle a été corrigée? Pas du tout. Merci. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Comme les gens de la finance ont réussi par le mécanisme de l'élection, du faux suffrage universel, ont réussi à prendre le pouvoir d'écrire les lois. Ils n'ont pas perdu ce pouvoir, ils n'ont pas perdu cette procédure, et donc ils continuent à désigner les acteurs. Et donc quand Hollande, chez nous, dit mon ennemi c'est la finance, alors que c'est la finance qui a pris le contrôle des médias. Il y a un des livres que j'ai apporté, je vais en parler très brièvement, mais c'est juste pour les évoquer, comme ça me sert d'aide-mémoire. Le bouquin de Mauduit, Main basse sur l'information, qui nous explique, c'est un énième, il y en a plusieurs des bouquins sur la question. C'est absolument central, puisque c'est lié à la malfaisance des plus puissants par rapport au bien commun. S'ils arrivent à gagner les élections, c'est parce qu'ils ont acheté tous les journaux. Tous les journaux français appartiennent à 9 ou 10 milliardaires. Voilà. Oui. Des milliardaires, c'est des personnes physiques. Oui, tout à fait. Et donc non, ça n'a pas été réformé. Alors de même, exactement, ça n'a pas du tout été réformé. De même, au Congrès américain, le lobbying a fait que la réglementation de la finance n'a pas pu atteindre son but. Donc effectivement, comme le dit Étienne Chouard, pas du tout de réforme, mais une spéculation qui a en fait pris beaucoup plus d'ampleur. On va expliquer comment. Alors, écrit un livre qui s'appelle « La finance de l'ombre a pris le contrôle ». Il est sorti en février dernier, il y a une année. Et dans le fond, ce qui se passe, c'est que les banques ont été régulées. Bon, il y a eu une loi assez importante aux États-Unis, le Dodd-Frank Act, qui voulait vraiment empêcher les banques de spéculer avec leur propre argent sur leur propre bilan, de faire du trading pour compte propre et acheter et vendre à la baisse et faire baisser le cours des actions de manière brutale, de toutes les pratiques spéculatives qui sont décrites dans ce livre sur plusieurs chapitres. Donc je m'embrouille un peu tellement il y a des pratiques différentes dans lesquelles je ne veux pas rentrer et devenir trop technique, mais dans le fond, les banques ont été un peu corsetées. Voilà. Elles ne peuvent pas faire plein de choses. Mais
Où est-ce que ça se passe aujourd'hui? Ça se passe ailleurs que dans les banques. C'est-à-dire qu'il y a une migration des banques vers l'univers de non bancaire, les services financiers non bancaires qu'on appelle la finance de l'ombre. Je vais m'attarder quelques minutes là-dessus. Qu'est-ce que la finance de l'ombre? La finance de l'ombre, c'est tous les prestataires de services financiers non bancaires. Par exemple, des fonds spéculatifs, des sociétés financières qui sont des négociants, des brokers, des courtiers, des prêteurs de titres, des sociétés de leasing, des sociétés de prêts hypothécaires, notamment en ligne aussi. Les sociétés de finance en ligne ont explosé, ce n'est pas pour rien. Ces sociétés-là ne sont pas soumises aux garanties bancaires habituelles. Et donc, aujourd'hui, vous avez une énorme part du crédit qui est fait en dehors des banques. Alors, on n'a pas progressé parce que les régulateurs, si vous voulez, ont réglementé les banques, mais ils ont laissé cette zone de non-droit se développer à tel point qu'aujourd'hui, on a 80 000 milliards de dollars qui sont des crédits faits à des entreprises ou à des particuliers sous forme de crédit de consommation ou d'hypothèque qui ne sont pas du tout soumis aux garanties bancaires habituelles parce qu'ils sont faits par des sociétés de leasing, des agences hypothécaires, etc. Si vous voulez, vous et moi, on peut devenir banque. Donc moi, je deviens banque et j'emprunte de l'argent à 0,5% et je prête à Étienne à 1,5%. Je me fais une marge que je peux garder. Et donc, moi, je suis banque. Étienne, il peut me emprunter auprès de moi à 1,5% et puis il peut aller prêter à 2,5%. Et on fait tous ce schéma, vous voyez, où on est tous des banques. Alors, c'est ça la finance de l'ombre. Mirette, tu dis 80 000 milliards pour ce crédit non bancaire. Mais pour avoir une idée de l'ordre de grandeur, le crédit bancaire, c'est quel ordre? C'est le double, c'est la moitié, c'est autant? C'est peut-être... oui, bonne question. 80 000 milliards de finances non bancaires. Est-ce que c'est autant que la banque ou plus que la banque? C'est 40% ça, du crédit bancaire. D'accord. C'est 40% du crédit bancaire qui est 60% de plus. Et alors, ça croît plus vite. C'est-à-dire qu'au bout de quelques années, ça va dépasser la taille du secteur bancaire. Et c'est ce qu'on appelle chez nous, alors je crois qu'il y a une différence en Suisse, mais chez nous, les banques sont celles qui peuvent créer la monnaie. Oui. Et les autres, on appelle ça en France les établissements financiers. Oui. Et les établissements financiers, donc comme CTLM, je crois, et encore CTLM, je crois que son statut a changé, mais les organismes de crédit à la consommation doivent emprunter l'argent qu'ils veulent prêter. Le problème que posent ces entreprises-là, c'est qu'elles sont moins contrôlées, c'est ça? Elles sont moins contrôlées, elles n'ont pas d'obligation de fonds propres, c'est-à-dire les exigences de capital, elles sont uniquement imposées aux banques. Les garanties au niveau des prêts et la vérification de la solvabilité du débiteur n'est pas du tout pareil. En gros, c'est ces prestataires que nous, ici, on appelle les intermédiaires financiers non bancaires. Ils peuvent prêter à n'importe qui. Mais donc, en même temps, ils peuvent prêter à quelqu'un qui n'est pas du tout solvable. Mais en même temps, comme ils ont dû emprunter l'argent, l'argent existait et il y a moins de besoin de garantie que pour une banque qui crée l'argent à partir de rien et qui donc est complètement en suspens avec un risque de non-liquidité, de non-solvabilité. On pourrait le penser, donc sauf on pourrait penser qu'il y a moins besoin de... Ces intermédiaires eux-mêmes, cet argent qu'ils prêtent, est-ce que c'est des fonds propres? Non, c'est de l'argent qu'ils ont eux-mêmes emprunté. Sur un marché très risqué, c'est le marché, et ça c'est un peu technique, mais c'est le marché du financement à court terme. C'est que c'est un marché où vous pouvez aller emprunter à 24 heures, à une semaine, et vous devez rembourser. Vous mettez un collatéral, c'est-à-dire vous garantissez ce que votre emprunt là, avec un petit peu d'immobilier ou quelque chose qui n'a pas forcément beaucoup de valeur, et vous avez comme ça du cash que vous allez prêter à quelqu'un. Donc on est vraiment dans un environnement qui est très très parasité par la dette de mauvaise qualité, parce que c'est des chaînes de dette. Je me finance avec de la finance à très court terme, de la dette à très court terme. Je prête un peu à plus long terme, mais en fait, si tout d'un coup le marché à court terme s'arrête et il est gelé, je me retrouve, moi, je suis plus capable je dois tout de suite demander qu'on me rembourse. Et là, vous avez une chaîne de faillite. Et ça, on l'a connu en 2008, c'est-à-dire qu'en 2008, ces mêmes acteurs, ces hedge funds, des fonds un petit peu dérégulés, comme les fonds spéculatifs et les fonds de capital investissement, les fonds risqués, c'était déjà eux qui étaient l'étincelle qui avait mis le feu aux poudres dans la crise des subprimes. Et pourtant, c'est pas eux qu'on a réglementé. On a réglementé que les banques et on a fait semblant de pas voir tous les autres acteurs. Et donc, ça a quadruplé depuis 2002. Ça a augmenté de 25% depuis 2008. Et maintenant, il est prédit que ça va encore augmenter de 12% par an. C'est-à-dire, c'est un taux de croissance encore plus élevé que les années précédentes. C'est-à-dire, la croissance de la finance de l'ombre est de plus en plus grande. Alors, on vous dit, oui, mais on a besoin de tous ces gens qui prêtent de l'argent parce que ça fluidifie
ralentit l'économie, etc. Mais en réalité, on s'en sort comme ça, sans réglementer. Et puis, on est un peu hypocrite parce qu'on prétend que les banques maintenant ne sont pas risquées, alors que le risque systémique est énorme et il est en dehors des banques et il peut aussi contaminer les banques. Maintenant que Trump est venu au pouvoir et qu'il a décidé de déréguler aussi les banques, de revenir en arrière même sur la réglementation des banques, vous aurez les banques qui vont elles aussi récupérer leur desk spéculatif. Le desk de Goldman Sachs va revivre, il va refaire du trading pour compte propre, du trading synthétique, tout ce que vous voulez. Quand je dis trading synthétique, c'est quand vous achetez et vendez des titres fantômes que vous estimez qu'ils existent. Vous faites comme si vous aviez emprunté un titre et vous l'aviez investi à un certain prix, vous l'avez emprunté à un certain prix, vous l'avez investi à un certain prix. Donc, de nouveau, je ne veux pas être beaucoup trop technique, mais je vous dis que vous pouvez vraiment faire du trading très virtuel. Et ça, comme si... Oui. Et donc, si ça revient dans les desks de Morgan Stanley, Citigroup, Goldman Sachs, Deutsche Bank, etc., et les banques suisses aussi, eh bien, on aura du risque systémique partout. Et voilà ce que la situation se retrouve aujourd'hui. Donc, la finance, pour résumer, ne s'est pas réformée, elle n'est pas moins risquée aujourd'hui, elle est plutôt plus risquée. Quand j'ai écrit ce livre, pour la petite anecdote, je me suis basée sur le rapport de la stabilité financière, le rapport sur le shadow banking, sur la finance de l'ombre de fin 2015. Normalement, il paraît tous les mois de novembre. Le mois de novembre dernier, novembre 2016, il ne paraît pas. Je les contacte, je contacte le Conseil de la stabilité financière du G20 qui produit ce rapport. Je dis, bon, j'attendais avec impatience le rapport de 2016, où est-il? On m'a dit, oui, ben, écoutez, ça a été reporté, on ne sait pas quand c'est que ça va paraître. Alors je regarde qui est le président du Conseil de la stabilité financière, c'est le gouverneur de la Banque d'Angleterre. La Banque d'Angleterre est notoirement pro-dérégulation, pro-finance de l'ombre, pour vraiment la dérégulation du secteur financier. Elle émet de la recherche académique qui prouve qu'elle estime que la réglementation est quelque chose qui peut être excessif, superficiel, etc. Et donc, on voit un petit peu comment un rapport qui permettait une certaine transparence pour que vous voyez, si quelqu'un veut se coltiner ce rapport sur la finance de l'ombre que j'ai dû me coltiner, qui est écrit dans une terminologie tellement complexe que tout est fait pour vous décourager de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans la finance de l'ombre, mais vous l'aviez quand même, donc vous pouviez supporter de passer une semaine à le lire et à le décortiquer, ce que j'ai fait. Maintenant, vous l'avez plus. Donc, peut-être qu'il va encore paraître cette année, mais ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, il n'y est pas. Et donc, tous ces acteurs de la finance de l'ombre vont continuer à croître. Aux États-Unis, vous pensez que quelle est la part des crédits qui sont octroyés par des acteurs autres que les banques, par des acteurs non bancaires? Alors, disons, je vais vous poser la question autrement. Quelle est la part des banques dans l'octroi de crédit aux entreprises aux États-Unis, à votre avis? Et non, un quart. Les banques n'octroient plus qu'un quart du crédit aux entreprises. Les 3/4 sont octroyés par des acteurs non bancaires. En Europe, c'est encore les 2/3 qui sont octroyés par des banques, donc la majorité, 66%. Mais on est en train aussi de progresser vers la finance de l'ombre qui est en train de croître tellement vite qu'elle va bientôt prendre la place des banques. Alors, en fait, quand les banques sont allées vers Donald Trump pour lui dire « Écoutez, nous, on aimerait bien que vous déréguliez Wall Street parce qu'on en a marre », c'est juste qu'ils veulent récupérer une part de ce gâteau. Voilà exactement où on en est aujourd'hui. C'est juste une bataille entre qui, est-ce que c'est le secteur bancaire ou la finance de l'ombre des services financiers plus larges qui vont prendre la majorité du gâteau, mais on n'est pas du tout dans une problématique où on est censé assainir la finance. Voilà aujourd'hui le visage de cette finance de l'ombre. Et j'ajoute juste pour terminer que tout ça ne serait pas possible sans les taux d'intérêt zéro. C'est la politique de taux d'intérêt zéro qui enfante la finance de l'ombre. Sinon, c'est impossible. En fait, quand je vous expliquais tout à l'heure que tout le monde peut se faire banque, on peut tous devenir banque dans un contexte de taux zéro. Parce que moi, j'emprunte très bas, je prête avec une petite marge, quelqu'un prête avec une marge au-dessus, puis on se fait... il y a une chaîne d'emprunts et de prêts comme ça, mais parce qu'à la base, les taux sont à zéro. S'il y avait des taux à 5 ou 7%, ça m'embêterait, moi, d'emprunter à ça, parce que je dois payer des intérêts élevés. Ce sont les banques centrales qui mettent le taux à zéro. Ce sont les banques centrales qui mettent le taux à zéro. C'est la BRI qui décide. C'est la banque des banques qui est en Suisse. Hein, alors la BRI, en fait, c'est un conseil qui réunit tous les banques centrales du monde, mais à la base, c'est la Réserve fédérale américaine qui, depuis 2009, maintenant ça fait 8 ans, qu'elle a des taux zéro. Je veux dire, elle a indiqué qu'elle allait relever ses taux à partir de 2013, mais ils sont restés en dessous d'1% aujourd'hui, ou à 1%. Donc c'est vraiment toujours des taux extrêmement bas. Et tout le monde est obligé de suivre ?
Oui, alors c'est vrai que tout le monde est obligé de suivre. La Banque Centrale Européenne a suivi, elle est aujourd'hui à 0 aussi. Et qu'est-ce qui se passe quand les taux restent à 0? La dette, elle n'arrête pas d'augmenter. Tout le monde emprunte. Tout le monde emprunte, puisqu'il de toute façon, oui, bien sûr, puisqu'il n'y a pas besoin de faire fructifier l'argent. Voilà. Ben voilà, puisque si vous déposez l'argent, ben il n'y a pas de taux d'intérêt versé dessus. Donc vous vous dites, je vais plutôt emprunter et investir en bourse. Ça fait gonfler tous les indices artificiellement, parce que tout ça, c'est de l'argent emprunté. Les indices, ils gonflent. Parce que tout le monde emprunte pour investir dans les actions. Il n'y a plus d'argent propre qui est investi dans les actions, c'est que de l'argent emprunté. Donc l'indice, il est gonflé par énormément de dettes qui est placée dans les actions. Et ça s'appelle une bulle spéculative. Et quand vous voulez créer une bulle spéculative, vous ne faites pas mieux. Vous gardez les taux à 0 indéfiniment. Et la bulle spéculative, elle augmente. Alors, on n'aime pas utiliser le terme spéculatif. On n'aime pas parler de finance de l'ombre. Dans la communauté des marchés, on va dire c'est une hausse, une phase haussière des marchés. On va dire que la finance de l'ombre, c'est plutôt la finance basée sur le marché. On va lui donner un nom plus acceptable. On va dire qu'elle est souhaitable, que la finance basée sur le marché, c'est bien, que ça encourage l'effet de richesse. Mais en réalité, ces politiques monétaires, c'est la meilleure manière de redistribuer vers le haut. Parce que si vous êtes une poignée de gens qui font du trading, qui ont accès au marché, vous pouvez emprunter et puis investir dans des marchés qui montent à la verticale depuis maintenant 8 ans. Mais si vous n'avez pas accès au marché, votre salaire, il stagne. Il stagne aux États-Unis depuis 1975. Donc ça crée vraiment, ça creuse l'inégalité. Le dernier livre de Stiglitz, enfin l'avant-dernier livre de Stiglitz, qui s'appelle le prix de l'inégalité, un de ses meilleurs livres, je pense, vraiment remarquable, explique comment la croissance aux États-Unis est captée par les 1%, et ils prennent vraiment tout, c'est-à-dire que pour les autres, il n'y a pas de croissance du tout. Et il explique comment le capitalisme est... Et en fait, le système économique tout entier, capitaliste ou pas, est complètement bloqué par les inégalités. C'est pas seulement une question de morale de lutter contre les inégalités, c'est une question d'efficacité. Les gens trop riches prennent trop d'argent aux autres et ça manque à tout le système pour fonctionner. Ça voilà. Grippe le système. Ça grippe le système. Et il est très important de reprendre l'argent aux riches, de mettre des revenus maximum, des patrimoines maximum, mais très important, pas seulement sur le plan moral, sur le plan de l'efficacité. Absolument, parce que même Thomas Piketty, il a prouvé que vous pouvez vous enrichir que par le capital. Aujourd'hui, si vous êtes détenteur de capital, vous pouvez avoir des rendements élevés dessus parce qu'on fait monter les marchés, comme j'ai expliqué, de manière très artificielle. Donc, votre capital, par la vertu de taux zéro et d'indices qui enflent, votre capital, il est rémunéré. Mais votre salaire, il ne l'est pas. Donc, cet effet d'inégalité, il est inefficace, comme tu dis, Étienne, parce que plein de gens sortent des circuits de la consommation et de l'épargne, et des magasins de distribution de détail, etc., sont obligés de fermer parce qu'il n'y a plus de consommateurs, et au bout d'un moment, le jeu, il va s'arrêter. Si tout d'un coup, il n'y a plus d'épargnants, il n'y a plus de consommateurs au niveau de la classe moyenne et de la classe populaire, le jeu, il s'arrête, le jeu économique. Est-ce que ça nous fait une transition ? Est-ce que tu es arrivé au bout de ce que tu voulais dire sur la finance? Ça nous fait une transition sur le keynésianisme, sur le choix des politiques pour sortir de la crise. Les journaux et les télés, les radios, aujourd'hui, nous rebattent les oreilles sans arrêt avec les politiques de l'offre, qui consistent à aider les entreprises à diminuer les charges sociales. Ils tordent le nez pour qu'on ait l'impression vraiment que les charges sociales, c'est pesant, c'est mal, et qu'il faut alors qu'en fait, les charges, ce qu'on appelle fautivement les charges sociales, sont des cotisations sociales, c'est-à-dire que c'est du salaire. Et donc, quand on dit qu'on baisse les charges sociales, c'est comme si on appelait à baisser le salaire. Et ce que j'appelle donc les économistes de l'offre, qui sont en fait très souvent des employés de banque, ce qu'on appelle les économistes, comme chez nous, en France, il y a Olivier Pastré, par exemple, qui est personnellement propriétaire de banque. On dit jamais ça. Dans les journaux, quand on le présente comme un professeur, comme un économiste, donc un scientifique, quoi. Et en fait, c'est un banquier, mais un banquier au sens pas un employé de banque. C'est un banquier, un propriétaire de banque. Et donc, tous ces gens-là, tout le temps, nous rebattent les oreilles avec la théorie de l'offre, comme si la seule solution, c'était de diminuer le coût du travail, et sans parler évidemment du coût du capital. La dernière fois qu'on s'était vu, Mirette, on avait évoqué un peu le keynésianisme, et tu avais l'air de dire que le keynésianisme ne marchait pas et que c'était pas, qu'il fallait pas que c'était une impasse, quoi, que ça avait montré que ça ne fonctionnait pas. Et puis j'avais commencé à te contredire un peu en disant, mais quand même, le keynésianisme, c'est pas, on ne le voit pas du tout à l'œuvre aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'essaye pas du tout de relancer la demande. L'État ne se met pas en tête de relancer la demande, parce que c'est ça l'idée. L'idée de Keynes,
qui était libéral d'abord. Hein. Avant d'être keynésien, Keynes avait été formé dans le moule libéral et c'est au milieu de sa vie qu'il a compris, il y a eu une révolution dans sa théorie, et il s'est mis à attaquer le système libéral en disant c'est une folie de ne pas solliciter l'État quand, en situation de crise, le seul acteur contracyclique, c'est-à-dire qui peut prendre des décisions non grégaire, non moutonnière. Pas lié au court terme, mais au long terme plutôt. Et qui puisse ne pas faire comme tout le monde, et donc qui puisse relancer l'économie alors que tout le monde a envie est déprimé et a envie de ralentir l'économie. Le seul acteur qui puisse faire ça, c'est l'État. Et donc le rôle de l'État pour Keynes, c'est de relancer la demande par des grands travaux quand il y a du chômage. Et alors, est-ce qu'on peut reprendre un peu cette conversation-là? Où est-ce que tu en es, toi, sur... est-ce que, pour l'instant, nous appliquons des politiques keynésiennes ou pas? Et est-ce que ça pourrait être une solution dans ton esprit, ces solutions keynésiennes, c'est-à-dire un État qui déclenche des grands travaux. Puis ensuite, on parlera probablement du financement de ces grands travaux, parce que pour l'instant, à chaque fois qu'on parle de grands travaux, on nous dit mais avec quel argent allez-vous faire ça? Parce que on manque d'argent. Et là, il faudrait qu'on parle de monnaie, mais ce sera le chapitre suivant. J'aimerais bien qu'on y passe un moment sur la monnaie. Bien sûr. Alors, le keynésianisme, tu as raison. Quand on parle de John Maynard Keynes, comment il avait envisagé le keynésianisme, je suis tout à fait de ton côté. C'est une belle politique dans des moments de crise et de déflation, etc. Le gouvernement lance des travaux, il crée des emplois, il est en phase d'expansion et d'investissement. Il peut aussi s'endetter pour ça. Mais ce que je pense, c'est que depuis 2008, aucun gouvernement ne s'est lancé dans le keynésianisme. Ce que les gouvernements ont fait, si John Maynard Keynes était en vie aujourd'hui, il hurlerait en voyant ce qu'eux, ils prétendent être du keynésianisme. C'est-à-dire, bon, ils ont compris que le fait de lancer des grands travaux, refaire les infrastructures, faire de la dette à grande échelle pour investir massivement, cette expansion-là, d'abord, ils se sont tous surendettés pour sauver les banques. Donc, depuis 2008, les dettes des gouvernements ont fait comme ça. Elles sont toutes passées au-dessus de 101%, de 102% du PIB. Et ça n'a rien à voir avec Keynes. Rien, non. Parce que Keynes disait qu'il fallait dépenser l'argent sur des travaux d'utilité publique. D'utilité pas du tout publique. Pour sauver les bandits. Ouais. Voilà. Et là, les crapules, effectivement, alors, il y a un grand mouvement de soutien par rapport à ce que tu viens de dire. Je comprends très bien. Oui. Et alors, justement, ça aurait nécessité, au lieu de sauver les banques, de laisser certaines aller en faillite, même si ça provoquait beaucoup de dégâts dans l'économie, mais de lancer des grands travaux pour faire repartir l'économie en général, l'économie englobante, avec tous les emplois des secteurs moyens, moins qualifiés, les industries, tout au sens large, la société au sens large aurait été portée par les politiques des gouvernements. Mais d'abord, ils se sont dit, tiens, monter les impôts, c'est impopulaire. Alors, parce que là, il faut quand même augmenter les impôts. Si tu veux investir comme ça, tu dois prendre ça aux gens. À mon avis, on pourrait créer la monnaie nécessaire. Alors, bon, puisqu'on est d'accord sur Keynes, on va passer au sujet sur la monnaie. Mais je veux juste te dire une petite chose. Ils n'ont pas fait ça, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont démissionné, les gouvernements, et ils ont complètement délégué la relance aux banques centrales, en appelant ça du keynésianisme. Et alors, les banques centrales qui mettent les taux à zéro juste pour relancer les indices boursiers, moi, j'appelle pas du tout ça du keynésianisme. Mais il y a des gens qui appellent ça du keynésianisme. Hein. Ils pensent que c'est keynésien, ça. On met les taux à zéro, on injecte des liquidités dans l'économie, puis en fait, elle va pas dans l'économie, parce qu'en réalité, les banques n'ont pas prêté aux entreprises. On les a recapitalisées, mais elles n'ont pas prêté aux entreprises parce que par ailleurs, on leur a augmenté leurs exigences de fonds propres. Donc elles ont dit non, mais de toute façon, on a trop d'exigences de capital, alors on ne va pas trop prêter aux PME, ça nous intéresse un peu moins, et puis etc. Et donc c'est plus rentable de jouer au casino. Voilà, les banques ont plutôt essayé de faire des activités sur les marchés des capitaux. Les taux zéro ont enflé les indices et il n'y a pas eu de politique keynésienne. Mais la politique keynésienne, bien sûr que ça serait, si elle était vraiment appliquée, mais qui c'est qui l'applique aujourd'hui? Donc, échec des politiques monétaires aujourd'hui à relancer la croissance, stagnation des salaires, austérité, déflation. Ce sont les mêmes erreurs. Rien n'a été atteint. Oui. Ce sont les mêmes erreurs presque les mêmes erreurs qu'en 29, hein, puisqu'en 29 aussi, ils avaient réagi par l'austérité sauf qu'en 29, ils n'ont pas sauvé les banques. Les banques faisaient faillite, ils se jetaient par les fenêtres. Les banquiers se jetaient par les fenêtres à l'époque.
Tu avais vu Inside Job, je crois, hein, le film Inside Job. Je vous conseille de voir le film Inside Job. Oui. Ça va vous coûter 10 € de DVD, c'est 3 francs 6 sous. C'est un texte remarquable. C'est une enquête remarquable dont j'avais récupéré les sous-titres et traité. C'est un long travail de centaines d'heures pour faire un document pour fixer les idées de cette enquête, parce que c'est vraiment une enquête magnifique pour comprendre ce qui s'est passé en 2008, parce qu'en fait, les causes sont rester les mêmes, et on va probablement s'en reprendre une deuxième volée de bois vert dans pas longtemps, probablement puissance 2. Je vous recommande de voir ça, et je l'ai publié sur mon blog, la retranscription de... Moi, je vais aller relire sur le blog d'Étienne la retranscription intégrale de Inside Job. Et vous allez voir, ça vaut le coup de le relire, parce que vous l'avez peut-être déjà vu d'ailleurs, parce que souvent les militants ont vu ce film-là. On a le souvenir d'un bon film, mais quand on veut se remémorer le détail, on se souvient pas, parce qu'une vidéo, ça passe, quoi. Alors que quand on travaille sur l'écrit, ça fixe mieux les idées, les noms des gens. Et ce que j'ai mis dans mon document, c'est les photos des gens qui parlent, parce qu'il y a les aveux des acteurs, les aveux des profs de fac qui ont garanti que la libéralisation de l'activité bancaire en Islande ne comportait pas de risque, par exemple. Alors qu'ils savaient très bien que ça comportait du risque, mais ils ont été payés grassement pour faire ces rapports. Et quand ils s'aperçoivent qu'ils sont devant un caméraman qui est en train de fixer leurs aveux, leur tête, non mais ça vaut de l'or. C'est vraiment... c'est vrai. Et en fait, il y a tellement de choses dans ce film. En fait, chaque paragraphe, ils ont dû couper énormément parce que chaque paragraphe compte. C'est le meilleur film qui a été fait sur l'intérieur de la finance, les coulisses de la finance. Tout à fait. Tout à fait. Pourquoi aujourd'hui il n'y a pas eu de nouvelles crises financières? Peut-être qu'on peut passer une minute là-dessus. Moi, je pense que toutes les conditions sont réunies, parce qu'il y a vraiment une masse spéculative importante de crédits, comme je vous ai dit, qui sont peu solvables et de mauvaise qualité. Simplement, tant que les taux sont à zéro, la bulle, elle est en train de gonfler. Donc, elle ne peut pas être en train de gonfler et s'effondrer. Donc c'est quand ils vont monter les taux que ça va péter. Voilà, c'est comme quand je suis en train de souffler dans un ballon, l'air il est en train de faire gonfler le ballon, mais c'est au moment où j'arrête de souffler, puis qu'il y a les taux d'intérêt qui agissent comme une petite aiguille qui pique le ballon, que boum. Donc, quand on fait monter les taux d'intérêt, il y a énormément de crédits, de cette masse de crédits actuellement ouverts, qui vont devenir rapidement insolvables, et vous aurez des cascades de faillites de petites entreprises et de particuliers qui s'étaient surendettés, parce que notamment aux États-Unis, vous avez une énorme bulle de dette d'étudiants, vous avez une bulle de dette de leasing de voitures, des bulles, des poches dans plein de différents domaines qui font que ça ne supporterait pas, même, je sais pas moi, des taux à 3% probablement. Vous auriez déjà un début de détérioration très forte et de défaillance de beaucoup de catégories de dettes. Voilà où on en est. J'ai lu que l'exposition des banques comme la BNP, des grandes banques, alors ça doit être la même chose, je pense en Suisse, parce que c'est aussi le cas en Allemagne, les grandes banques sont exposées aux produits dérivés dans des proportions extravagantes. J'ai lu quelque chose comme la BNP est exposée comme quelque chose comme 40 fois le PIB de la France aux produits dérivés en hors bilan. Et que donc une variation de 0,0001% à la baisse, alors que pour l'instant ça fait que monter, une variation à la baisse gommerait son capital en un instant. Je crois que pour l'Allemagne c'est 50 fois le PIB. Enfin, c'est extravagant. Pour Deutsche Bank, il y a un portefeuille hallucinant, je ne sais plus, de 25 000 milliards en valeur nominale de dérivés, de crédits, qui sont sur son bilan, parqués sur son bilan. C'est une prise de risque qui est énorme et qui ne peut pas supporter un krach boursier ou une hausse de taux d'intérêt. Voilà à quel point le système est vulnérable. Et donc, on va continuer à le faire maintenir sous perfusion, mais personne ne voudrait aujourd'hui être à la place d'un banquier central ou même de Donald Trump, qui ne va pas réussir à trouver une sortie facile de cette situation. On est coincé avec une masse de crédit hyper vulnérable. On ne peut rien faire. Si on bouge 1 millimètre, elle explose. Donc voilà. À leur place, ils ne risquent pas grand-chose quand même, parce que les responsables comme Bernanke ou les responsables de la crise précédente n'ont pas été punis du tout. Ils ont été récompensés grassement. Dans Inside Job, on voit dans la dernière partie du film le sort qui est réservé à tous les responsables. Ils ont tous été promus, ils sont tous plus riches les uns que les autres. Voilà. Personne n'a eu rien à rembourser du tout. Ils ne sont pas punis du tout. Parlons un peu de la responsabilité. Moi, je pense que ça, c'est un des problèmes les plus fondamentaux de toute cette crise latente qu'on a au niveau des économies occidentales. Il n'y a pas eu la moindre condamnation pénale, effectivement, après la crise des subprimes de 2008. Pas la moindre. Donc le pénal ne marche plus. Il y a des amendes. Alors on passe par l'administratif, le civil, mais le pénal ne fait plus son travail. Parce que ça rapporte moins d'argent au gouvernement que les amendes de quelques milliards, qui représentent une fraction de ce que les banques ont gagné dans la spéculation sur les subprimes. C'est une fraction infime, les amendes.
pense que oui, mais c'est pas parce que ça rapporte pas qu'ils les punissent pas, c'est parce qu'ils sont de la même bande. C'est une bande de malfaiteurs quoi, qui agissent en bande. Alors, il y a l'histoire des portes tournantes de quelqu'un qui était à Goldman Sachs, qui arrive aux gendarmes boursiers américains, puis qui revient dans une banque, puis qui revient au Trésor américain. Ça, c'est effectivement très connu. J'ai amené un bouquin à ce propos qui s'appelle La finance imaginaire. Anatomie du capitalisme des marchés financiers entre guillemets à l'oligarchie, d'un gars dont le nom est difficile à prononcer, c'est Geurens, ça se dit, ou Geurens, G-E-U-E-N-S, c'est un Belge qui avait déjà écrit Tout pouvoir confondu, un livre remarquable qui donne les noms des gens qui sont à la fois dans le conseil d'administration de telle boîte, telle boîte, telle boîte, et les participations croisées se voient là comme le nez au milieu de la figure. C'est un travail d'enquête remarquable, et dans celui-là, La finance imaginaire, il insiste sur le fait que les gouvernements sont toujours présentés comme, tu disais tout à l'heure, ils ont démissionné auprès des banques centrales, mais on fait comme si les gouvernements étaient débordés, tu vois, comme s'ils étaient impuissants. Mais lui, il insiste sur le fait que... Ils sont surendettés, surtout. Non, mais c'est que les membres des gouvernements se retrouvent dans les boîtes. Tony Blair a été engagé par JP Morgan dès qu'il est sorti de son boulot. Mais ça mérite d'aller en prison tout de suite. Il n'a pas besoin de faire de procès, quoi. Tout à fait, parce que Manuel Barroso a rejoint Goldman Sachs, et à cette occasion, j'ai posté sur Facebook, je crois, une liste de 15 cas où des personnes qui étaient au Trésor étaient à la... Il te donne des milliers de cas. Dans une milliers de cas. Oui, et en fait, des milliers de cas. Il y en a des milliers partout. Les financiers, les gouvernements, aux États-Unis, c'est juste les mêmes. Là, on a appris, nous, on a Fillon en ce moment qui est en train de se faire, de subir un tir croisé. Et on apprend à cette occasion-là qu'il est consultant chez AXA. AXA, c'est l'assurance, c'est la banque assurance, c'est un seul et même secteur. Non, mais ça, rien que ça suffit, ça devrait suffire à le jeter en prison. Il n'y a même pas besoin de faire de procès, quoi. Il arrive un membre de gouvernement qui est à l'élection, lui, il arrive avec 25. Non, mais tout ça vient du fait qu'on n'a pas de constitution. On a gardé ça pour la fin. Oui, on va y revenir, bien sûr, mais rappelons aussi cette histoire du gouverneur de la Banque d'Angleterre qui n'a pas publié, qui dirige le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mark Carney. Il dirige le Conseil de la stabilité financière qui fait le rapport sur la finance de l'ombre et qu'il n'a pas publié cette année. Alors moi, j'attends, c'est à suivre, on va voir s'il va sortir. Mais ce rapport déjà qui était un petit peu plus édulcoré un peu chaque année, on voyait que la terminologie était de plus en plus adoucie, etc., et qui ne sort pas cette année. Enfin, il y a des milliards d'exemples, je pense, sur ça. Maintenant, ça nous mène à la question, est-ce que les marchés devraient être régulés, ou est-ce que l'histoire de l'autorégulation des marchés, le fait qu'ils peuvent s'autocontrôler, qu'ils n'ont pas besoin de régulation, qu'il y a une main invisible qui coordonne le tout, est-ce que ça, c'est possible encore de tenir ce genre de discours ? Mais alors, là, c'est moi qui vais te poser la question, parce que en tant que... Toi, tu es rédactrice en chef d'une revue financière, Bilan. C'est quoi l'ambiance dans une revue financière ? Vous en êtes tous sur la doxa ? Parce que moi, je lis pas tellement, je lis pas du tout même les revues financières. Mais je regarde les journaux, les magazines. Et la doxa, c'est qu'il faut libéraliser les marchés. C'est-à-dire que les marchés s'autorégulent. Les marchés sont... Mais est-ce qu'on le dit aussi dans les revues financières ? Parce que ça me paraît tellement indéfendable. Le fait que les magazines le disent, je le comprends, puisque ils appartiennent tous à 10 milliardaires. Donc c'est la Pravda des milliardaires. Donc tous nos journaux, c'est quand même un peu gênant, sont la Pravda des milliardaires. Mais donc en fait, on se fout de ce qu'ils disent puisque on sait que c'est des milliardaires. Mais par contre, une revue financière qui appartient à un éditeur privé zurichois, en Suisse. Et j'ai une rédactrice en chef qui a l'air d'être hostile à l'autorégulation des marchés. Je jubile à dire, raconte-moi. Mais pendant très longtemps, quand on allait à l'école du journalisme financier, puis qu'on faisait plusieurs journaux financiers, soit on avait passé par une banque, soit on passait beaucoup de temps avec les analystes, les économistes, et par un effet de poreux, comme ça, de porosité, de capillarité, comme tu dis, comme il se passe aussi chez les journalistes sportifs, les journalistes culturels, les journalistes politiques, il y avait cet effet de proximité qui faisait qu'on trouvait des journalistes qui mimiquaient un peu les attitudes et les arguments des financiers, fascinés par eux, par leur degré souvent de connaissance et de technicité, souvent très impressionnant, puisque à la base, c'est les meilleurs qui vont dans les... D'ailleurs, la finance de l'ombre, c'est les meilleurs traders,
les cracks, vraiment ceux qui gagnaient plus d'argent dans les banques, quand ils ont vu qu'il y avait commencé à avoir des procès, des amendes dans les banques et tout ça, ils ont tous migré pour aller fonder leur propre hedge fund dans la finance de l'ombre. Et c'est toujours les esprits les plus brillants. Donc les journalistes financiers, ils répliquaient un peu les arguments sans trop d'esprit critique. Après 2008, il y a eu une génération de, moi je me prévaux d'en faire partie, de journalistes qui se sont dit non mais vraiment là il y a tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a appris, il y a quelque chose qui joue pas. Les marchés efficients, la théorie de la main invisible, etc. Il y a quand même quelque chose qui joue. La meilleure répartition des ressources par les marchés libres. Voilà, l'effet de ruissellement du haut vers le bas, le ruissellement, voilà. Après il y a eu Thomas Piketty quand même qui a expliqué, tout comme Stiglitz, tous ces effets d'inégalité, notamment causés par les cracks financiers et cette redistribution à chaque crack et à chaque sauvetage étatique, on redistribue en réalité les gains vers le haut. On maintient des gens qui ont généré des bonus phénoménaux à l'abri et puis on applique l'austérité à tout le monde. Donc, moi, je ne crois pas à l'autorégulation des marchés. Je pense que si tu veux tenir ce discours, c'est juste intenable quand tu as des phases spéculatives comme celle qu'on a vue en 2008, puis qu'on avait vu déjà avant en 2002 avec l'éclatement de la bulle des valeurs technologiques. On sait très bien qu'il faut un cadre réglementaire. On ne peut pas inciter par tous les moyens les gens à s'endetter comme on a fait avant la bulle des subprimes. On a dérégulé toutes les lois qui protégeaient l'épargnant, qui protégeaient le petit investisseur, et on a permis qu'on puisse accepter de faire des prêts à des gens totalement insolvables en leur permettant d'acheter des maisons, mais à des conditions vraiment hyper risquées et dangereuses. Et on a enlevé tous ces filets de sécurité et de protection de l'épargnant et de l'investisseur, et on a enlevé toutes les brides qui pouvaient encore retenir les financiers en se disant non mais ils vont par eux-mêmes, ils vont s'autodiscipliner. Mais on croit rêver, hein. Et c'est l'effet du lobbying. C'est pas vraiment c'est pas une vraie théorie. C'est surtout une théorie qui vient confirmer pour cautionner l'effet de lobbying de financiers qui veulent juste pouvoir maximiser les opportunités de profit. Mais dans votre milieu d'analyste de la finance, comment vous imaginez, si vous êtes en train de vous rebeller, enfin en train de penser que quand même on s'est trompé pendant des années quand même sur ces histoires ultralibérales, comment vous imaginez de changer les choses à partir du moment où vous observez que partout dans le monde, tous les gouvernements étant élus par les campagnes électorales des médias achetés par les riches exactement pour ça, pour gagner les élections, comment on va faire dans votre esprit pour changer les choses, pour se remettre à réguler si les financiers ont pris le contrôle des élus? Comment vous arrivez à penser une solution sans vous en prendre aux institutions? Parce que c'est les institutions qui prévoient l'élection, les campagnes électorales, le fait qu'on puisse aider les candidats, le fait que les plus riches peuvent aider les candidats, donc que tous les candidats qui gagnent sont toujours les candidats des plus riches. C'est juste. Et ça, vous l'intégrez dans votre réflexion ou pas encore? Ça vient petit à petit? C'est une excellente question. Moi, je pense que si on arrive aujourd'hui à avoir une critique, même une critique purement libérale, parce que si on est purement libéral aujourd'hui, on ne peut pas accepter de voir des gouvernements qui récompensent l'échec de tout un secteur financier qui s'est complètement effondré, qui a montré son inaptitude. Même si on est libéral pur sucre et qu'on lit ce qu'on écrit. Voilà, c'est pas libéral, c'est interventionniste et étatiste seulement quand le secteur financier a besoin d'aide, comme tu sais bien, on dit qu'on socialise les pertes et on privatise les gains. Donc, si on est un vrai libéral et qu'on a lu Hayek et Friedman et von Mises et d'autres auteurs du libéralisme pur, on condamne ce qui se passe aujourd'hui parce qu'on estime qu'un trader, il doit prendre des risques qui lui permettent d'avoir 50% de chances de gagner et 50% de chances de perdre. Et quand il perd, il doit perdre. Parce que c'est le marché qui le sanctionne. Et si on laissait même ça arriver, sans même mettre un cadre très, très autoritaire, il y aurait beaucoup de gens qui auraient déjà perdu parce que leur spéculation se serait retournée un moment contre eux, puis ils auraient perdu des plumes, donc ils auraient déjà eu une incitation à ne pas continuer. Et même ça, on ne laisse pas le marché librement agir. On intervient, les banques ont truqué tous les taux d'intérêt, les prix des matières premières, de l'or, des métaux précieux, les prix du Libor, tous ces taux ont été truqués et il y a eu des enquêtes qui ont été ouvertes sur toutes ces affaires-là les 3 dernières années. C'est pas du tout libre. Sur le choix libéralisme ou interventionnisme, il y a
vraiment un très très bon, c'est un petit livre, mais c'est un des meilleurs livres que j'ai sur la question, qui s'appelle Néolibéralisme versus État-providence, qui fait sous forme de débat, c'est un débat un petit peu comme le nôtre, mais c'est moins bienveillant, dans lequel il y a un vieux monsieur libéral qui défend la thèse libérale, et puis une dame keynésienne qui défend la thèse keynésienne, et c'est magnifique. Et qui c'est qui gagne? Alors, moi, j'ai l'impression que c'est Keynes largement. Oui, c'est-à-dire que le gars qui écrit, je pense, est keynésien. Mais c'est très bien fait, c'est-à-dire que c'est très pédagogique. Je vous recommande vraiment ce livre-là, c'est remarquable. Et par exemple, dans la controverse sur est-ce qu'il faut que l'État intervienne ou pas, le libéral dit... Il faut absolument pas que l'État intervienne. À chaque fois qu'il intervient, il fait des bêtises, il fausse le marché et il empêche les équilibres de se former. Et la dame lui répond de façon beaucoup moins théorique et de façon beaucoup plus pragmatique. Mais on a un laboratoire du libéralisme, c'est-à-dire de la non-intervention de l'État, de l'absence totale de droit du travail, de droit social. On a cet exemple-là au XIXe siècle. Au XIXe siècle, en Europe, en France, en Angleterre, il n'y avait pas de droit social. L'État n'intervenait pas pour aider les pauvres gens. Au contraire, quand les mineurs faisaient grève, on leur tirait dessus pour qu'ils retournent au boulot. Donc l'État libéral, l'économie était libérale, et le résultat, c'était pas l'enrichissement, la hausse des salaires comme ils prétendent, ou la baisse du chômage. Il y avait du chômage, les gens crevaient de faim, une misère sans nom. Et ouais. Alors, ce livre-là, je vous recommande. Je pense que dans ce livre, ce qui est très intéressant, c'est que avant, tu pouvais avoir un néolibéralisme débridé ou un État-providence assez pur dans sa forme, et aujourd'hui, tu as le pire de ces deux-là. C'est que quand les marchés montent et qu'on est dans une euphorie financière, on est en néolibéralisme alors à 200%. Quand il y a une crise et que les grands intérêts financiers sont en difficulté puis qu'ils perdent beaucoup d'argent, on est en État-providence pour eux, pour les aider eux. Donc on prend le pire des deux systèmes, c'est-à-dire on est illimité à la hausse, puis on est très autoritaire, interventionniste à la baisse pour leur éviter de perdre. Donc ils n'ont pas le droit de perdre, ils ont juste le droit de gagner. Et ça, comment ça s'appelle ? Ça s'appelle de l'étatisme, du néolibéralisme étatiste. C'est difficile de nommer ça, mais on peut nommer ça plutocratie. Moi, je pense que la plutocratie, je vous invite à découvrir un peu la littérature qui s'est écrite sur la plutocratie, notamment les écrits de Fukuyama, Francis Fukuyama, qui avait écrit La fin de l'histoire et qui maintenant est qui lui est un républicain américain. C'est pas un gauchiste, je veux dire, c'est pas un altermondialiste, mais lui, il décrit clairement que les États-Unis, ils sont passés d'une plutocratie industrielle dans les années de la moitié du XXe siècle à la deuxième moitié du XXe siècle, où ils sont passés à une plutocratie financière qui décide un peu des intérêts, même de la politique étrangère, même de tout ce qui concerne les États-Unis, en rapport avec les intérêts de cette plutocratie financière, c'est-à-dire des riches qui sont issus de la finance. Ces personnes, d'ailleurs, on a vu que les principaux donateurs de Hillary Clinton étaient très très largement des grands financiers milliardaires. Guens, là justement dans la finance imaginaire, met en garde précisément contre toutes ces critiques du capitalisme qui sont trop timides en disant notre problème c'est que le capitalisme est devenu financier, c'était mieux de l'époque du capitalisme industriel, et il montre que vraiment la plupart de ces critiques sont des fausses critiques, c'est-à-dire qui sont comme des leurres qui nous empêchent de voir l'essentiel. Je propose qu'on passe à la monnaie, non ? Parce que quand on va vouloir faire des politiques keynésiennes, on va avoir un problème de financement. Et j'aimerais bien qu'on parle du financement de l'État, donc de la façon dont l'État devrait créer la monnaie. Et pour arriver à ça, je me suis dit, j'allais essayer, si tu veux bien, de reconstruire à partir de rien, enfin à partir du début, de ce que je sens comme le début, le besoin de monnaie de nos sociétés, et puis différentes façons de le créer, et puis que tu m'arrêtes quand tu trouves que je me trompe, ou je m'égare, ou j'ai oublié une étape, ou un truc, tu vois, pour voir à quel moment on n'est pas d'accord. C'était quand on n'est pas d'accord. Pour l'instant, je trouve qu'on est vachement d'accord. Hein. Normalement, je m'attendais à ce qu'on soit un peu plus... On espère que vous vous ennuyez pas trop du fait qu'on soit d'accord. On va... Alors, sur la monnaie, il me semble que il fut un temps où nous n'avions pas besoin de beaucoup de monnaie parce que nous étions agriculteurs. La plupart des humains étaient à la terre. Nous n'avions pas encore découvert le charbon, le pétrole, les énergies fossiles. Et donc on était tous attachés à la terre. On ne pouvait pas s'en éloigner. On en avait besoin pour manger.
Et le pétrole donc nous a permis de remplacer notre travail et le travail des bêtes par des machines, et nous a permis de nous éloigner de la terre et de migrer vers les villes. Et ce faisant, nous sommes devenus incapables de nous nourrir, incapables de construire nos maisons, même de nous chauffer, etc. Et donc nous avons eu besoin de plus en plus les uns des autres. Donc cette situation de spécialisation, cette tendance à la spécialisation, à la division du travail, nous a conduit à avoir besoin d'échanges, donc besoin de l'outil d'échange majeur, universel, qui est la monnaie. Et donc, dans nos sociétés modernes spécialisées, où nous sommes dépendants les uns des autres, ultra dépendants des uns des autres, vitalement dépendants des uns des autres, nous avons besoin de monnaie. Une quantité de monnaie X ou Y, difficile à déterminer. J'ai l'impression que personne n'est capable de dire aujourd'hui nous avons besoin de X milliards pour que ça marche bien. C'est très difficile à dire parce qu'il y a plein d'acteurs qui gardent par devers eux une partie de la monnaie en cas de coup dur, et puis qui libéreront cette monnaie un jour quand le coup dur arrive. Et puis bon, donc c'est difficile de savoir théoriquement et réellement quelle est la quantité de monnaie. Mais il me semble que deux troubles apparaissent. Deux indicateurs apparaissent pour signaler que nous avons trop de monnaie ou pas assez. C'est le chômage qui signale que nous manquons de monnaie et l'inflation qui signale que nous en avons trop. Et je sais qu'il y a quelques exceptions dans la vie des hommes où nous avons observé à la fois de l'inflation et du chômage, mais la plupart du temps, on a soit pas d'inflation mais on le paye en chômage, soit de l'inflation, soit du chômage mais on le paye. Enfin bon, j'ai perdu ma phrase, mais donc oui. On a soit du chômage, soit de l'inflation, et il faut faire un choix de société en fait. Si vous voulez, et d'ailleurs la règle qui passe de l'un à l'autre est simple, quand il y a du chômage, les salariés ont peur. Ils n'osent pas, ils ont peur de perdre leur boulot parce qu'ils ne sont pas sûrs d'en retrouver. Donc ils ne sont pas revendicatifs en salaire, donc ils ne sont pas revendicatifs en conditions de travail. Ils acceptent de travailler comme des bourricots et donc ils coûtent peu cher à l'entreprise qui fait des profits, qui n'a pas besoin de le répercuter sur les prix. Donc on a peu d'inflation. Par contre, s'il n'y a pas de chômage, et ça c'est vraiment, on l'observe tout le temps, quoi. Quand il n'y a pas de chômage, les gens n'ont pas peur de perdre leur boulot puisqu'ils savent que dès qu'ils quitteront leur boulot, ils en retrouveront un. Donc ils n'hésitent pas à demander des bons salaires. Et donc ils les obtiennent. Alors ils les consomment, mais ils les obtiennent. Et comme ils les obtiennent, les patrons répercutent les hausses de salaire sur les prix. Donc ça donne de l'inflation. D'ailleurs, la plupart du temps, quand il y a une prospérité, une période de prospérité, comme les 30 Glorieuses en France, c'est une période d'inflation, mais d'inflation raisonnable, hein, 4%, 5% pendant les 30 Glorieuses. Jusque-là, on est d'accord sur les prémices. Alors, il me semble que quand nos sociétés humaines ont eu besoin de monnaie, nous n'avons pas compris les premiers, en tout cas les princes, les autorités publiques n'ont pas compris les premiers qu'on pouvait créer de la monnaie très librement. En fait, on peut créer de la monnaie très facilement. Il y a eu toute une période de l'histoire des hommes où nous avons cru que les monnaies devaient être attachées à quelque chose de précieux, un étalon. Et très souvent, c'est l'or. Mais ça pourrait être autre chose, un étalon qui serve de référence. Jusqu'en 71, où on s'est aperçu, quand Nixon a désindexé le dollar de l'or, on s'est aperçu mais en fait, on pouvait créer de la monnaie librement. Il n'y avait pas besoin de l'or. On avait pris l'habitude d'utiliser de la monnaie. C'est juste une affaire de perception et de confiance. Voilà. Mais comme les princes n'ont pas vu ça, les premiers. Je pense à 1694, la création de la Banque d'Angleterre par Guillaume d'Orange, donc le roi d'Angleterre, qui avait besoin, si j'ai bien compris, pour faire la guerre, il avait besoin d'or. Et il a passé un pacte avec les banquiers, lui ont proposé de lui donner tout leur or. Ils lui ont donné tout leur or en échange de bouts de papier, de certificats qui valaient autant que l'or. Donc qui était certifié, qui valait autant, donc en fait ils n'avaient rien perdu, et puis de s'appeler Banque d'Angleterre pour donner l'impression que c'était public alors que c'était tout à fait privé, c'était des banquiers privés. C'est ça. Et à partir de là, progressivement, sur le modèle de la Banque d'Angleterre, se sont constituées toutes les banques centrales qui, la plupart, étaient soit carrément privées, souvent, soit quand elles étaient publiques, elles étaient sous l'influence des financiers privés. Ce qui est aujourd'hui largement le cas de toutes les banques centrales, qui sont très proches des exécutifs des gouvernements. Alors, moi, il me semble que les citoyens devraient se réapproprier la question monétaire, notamment avec l'idée des monnaies locales qui sont pédagogiques, c'est-à-dire qui permettent de faire de la monnaie un sujet de conversation pour comprendre que c'est facile d'en créer et que ça peut tout changer.
notamment en examinant les expériences de monnaie locale qui ont fonctionné, comme Vorgl, comme Schonnenkirchen. On a comme, le Léman qui a été lancé. Alors le Léman, je ne sais pas s'il va fonctionner, parce que si j'ai bien compris, on en a parlé à midi, oui. Le Léman, il est forcément à parité avec le franc suisse. Il est indexé sur le franc suisse, je crois, oui, c'est une condition qui et donc il ne peut pas être créé en plus. Est-ce que les autorités publiques il ne peut pas qui créent le Léman librement par rapport au franc. Alors oui, mais c'est pas ça le problème. Est-ce que l'autorité publique qui émet le Léman peut en créer autant qu'elle veut? Est-ce qu'elle peut créer de la monnaie? Ou bien est-ce qu'il faut qu'elle ait d'abord autant de francs suisses équivalents pour pouvoir mettre en circulation? Parce qu'en France, par exemple, on a une loi qui soi-disant a autorisé les monnaies locales. En francs suisses, oui. Il faut la contrepartie en francs suisses. Oui. Et oui, mais du même coup, donc l'autorité qui crée le Léman n'a pas l'outil de prospérité. Oui. Qui est le droit de création monétaire. En France, c'est vraiment des affreux, hein, ils ont autorisé les monnaies locales, mais à condition qu'elles soient à parité avec l'euro. C'est partout comme ça. Il n'y a pas de monnaie locale qui peut vraiment arriver au stade où elles peuvent défier une monnaie nationale. Mais sur le VIR, par contre, le VIR, vous pouvez... la banque VIR peut créer de la monnaie, je crois. Elle peut créer de la monnaie, mais ça reste dans un réseau tout à fait fermé. Ah oui. Et ça ne peut pas devenir une monnaie qui a une envergure nationale. Oui, mais ça c'est le principe des monnaies locales. Les monnaies locales, d'ailleurs, c'est tout leur intérêt. Alors, leur intérêt, c'est d'être local. Le VIR, il s'apparente plutôt aux cartes de débit. C'est plutôt un bon d'échange. C'est des bons d'échange. Voilà. Oui, mais la monnaie, est-ce que c'est autre chose qu'un bon d'échange? La monnaie, ça peut être une désignation. On pourrait l'appeler bon d'échange. C'est vrai, c'est vrai. Et en fait, ça marche très très bien le VIR, si j'ai bien compris. Oui, ça marche, c'est vrai, il y a 60 ou 70 000 entreprises PME qui se sont organisées et qui ont dit ça, c'est notre monnaie entre nous. Exactement. Sauf que pour moi, l'idée de créer une monnaie locale, c'est si on a peur de l'effondrement de l'euro. Bon, avec le franc suisse, il y a moins de risques, mais même il y a l'envie ici aussi quand même d'avoir une monnaie locale. Ça montre la défiance qu'on a envers les monnaies nationales. Mais quand il y a eu la peur que l'euro s'effondre, qu'il soit démantelé, que tous les pays d'Europe en sortent, l'idée des monnaies locales est revenue en force parce qu'on n'avait pas envie de subir un effondrement, une dévaluation catastrophique, des choses comme ça. Et aujourd'hui, ces monnaies locales ne permettent pas de résoudre ce problème-là parce qu'on n'est pas du tout, enfin, je veux dire, ça ne nous aiderait pas du tout parce qu'elles sont ni internationales ni nationales et ne nous permettraient pas elles ne pourraient pas se substituer si l'euro s'effondrait, elles ne pourraient pas s'y substituer parce qu'elles sont loin d'être universelles et acceptées partout. Et puis si elles sont indexées à la monnaie, elles vont aussi connaître une dévaluation.